La salle de bain est souvent un endroit visité pour plusieurs, voire même trop peu pour d'autres. Vous avez l'impression que votre intestin vit au gré de vos émotions, qu'il réagit fortement à certains aliments, puis vous tentez de composer du mieux que vous pouvez avec cette situation-là. Vous n'êtes pas les seuls. Sachez que le syndrome de l'intestin irritable touche une personne sur 5. On dit que c'est un diagnostic d'exclusion en ce sens qu'on tente d'aller valider toutes les hypothèses des autres maladies digestives possibles pour en venir finalement au diagnostic plausible du syndrome de l'intestin irritable selon les symptômes rapportés. Parmi ceux-ci, on note la diarrhée, la constipation, le ballonnement, les gaz, mais il y a également des symptômes extra-intestinaux qu'on peut ressentir tels que les maux de tête, la fatigue, l'anxiété, etc. Peu importe les symptômes que l'on ressent, c'est quand même important de bien les verbaliser, de bien les vulgariser auprès de votre professionnel de la santé, puisqu'ils guideront le traitement et c'est de cette façon-là qu'on sera en mesure d'améliorer la qualité de vie de la personne qui est aux prises avec le syndrome de l'intestin irritable. Avez-vous déjà entendu parler du microbiote intestinal? Il s'agit du terme utilisé pour désigner l'ensemble des micro-organismes qui se situent tout au long de notre tube digestif. Lorsqu'on a différentes populations de bactéries, en fonction de celles-ci, ça peut avoir un impact sur notre santé globale à divers niveaux. Lorsqu'on a une dysbiose intestinale, c'est-à-dire une perturbation dans la quantité ou bien dans la variété des bactéries qui se retrouvent dans notre tube digestif, on peut se retrouver avec différents symptômes qui sont propres au syndrome de l'intestin irritable. Vous l'avez déjà peut-être remarqué, ce qui a tendance à exacerber les symptômes du syndrome de l'intestin irritable sont les éléments suivants, soit le stress, une dysbiose intestinale, c'est-à-dire une perturbation au niveau des bactéries de l'intestin telles qu'on vient d'en discuter, et finalement l'alimentation. Plus précisément, du côté de l'alimentation, ce qui vient augmenter les symptômes, on parle de repas trop riches en gras, d'un excès de fructose, de la consommation de certains édulcorants, les succédanés de sucre, les faux sucres, sinon une consommation excessive ou non de certains glucides fermentescibles, on les appelle les FODMAP, la consommation d'aliments stimulants, le fait de manger trop rapidement ou le fait d'avaler beaucoup d'air en mangeant. Quand on saute certains repas ou qu'on n'a pas nécessairement une structure de repas adéquate, c'est-à-dire qu'il y a une trop longue période de temps entre deux repas. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir limiter les symptômes, du moins du côté alimentaire? Manger à des heures régulières, on peut fractionner nos repas en plus petites portions et ralentir le rythme auquel on mange, prendre le temps vraiment de mastiquer suffisamment les aliments. Pour diminuer le fait d'avaler de l'air, on peut diminuer l'usage de la paille, diminuer la consommation de gomme à mâcher, limiter la consommation de boissons gazéifiées. On reste vigilant face aux aliments stimulants. On limite la consommation de repas trop riches en gras. On évite tout ce qui est édulcorant de synthèse et le fructose en trop grande quantité. Maintenant, du point de vue de notre microbiote, il faut bien évidemment s'assurer de bien le moduler, c'est-à-dire d'avoir les bonnes familles de bactéries en quantité suffisante. Et pour ce faire, on doit travailler 3 éléments, soit les fibres alimentaires, les prébiotiques et finalement les probiotiques. Parmi les sources alimentaires de fibres et de prébiotiques, on note certains fruits et légumes, les noix et graines, les légumineuses et les grains entiers. Ce sera très important d'augmenter la consommation de ces aliments-là en fonction de votre tolérance individuelle et de vos symptômes. C'est là que la présence d'une nutritionniste pour vous aider prend tout son sens. Du côté des probiotiques, c'est un petit peu la même chose. C'est important de bien les sélectionner en fonction de vos symptômes et de choisir également ceux qui ont des études cliniques démontrées sur le traitement et la diminution en fait des symptômes de la problématique qu'on veut traiter. Très important. Chez BioCA+, il y a une étude toute récente qui est sortie à propos du produit SCI Control. Alors, les résultats de cette étude-là sont les suivants. On a noté une amélioration de la qualité de vie des personnes souffrant de SII à tendance diarrhéique et une amélioration significative des gaz intestinaux et des ballonnements causés par les débalancements de la flore intestinale. Alors, pour obtenir ces résultats-là, on parle d'une posologie de 2 capsules par jour, mais comme nous avons tous un microbiote qui nous est unique, c'est important de doser la posologie en fonction de vos signes et symptômes. Donc, on peut parler d'1 à 2 capsules par jour, selon ce que vous ressentez, évidemment. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'un traitement curatif, mais bien d'un supplément qui va venir aider justement à limiter les symptômes désagréables du syndrome de l'intestin irritable.
Pour terminer, je vous rappelle que le syndrome de l'intestin irritable et ses symptômes sont bien réels et peuvent vraiment affecter la qualité de vie des individus. Alors, c'est très important d'individualiser le traitement et l'approche en fonction des symptômes. La clé, gestion du stress, saines habitudes de vie, une alimentation fibreuse et équilibrée et un microbiote sain. Je vous rappelle également que 80% de nos cellules immunitaires se retrouvent au niveau des intestins. Alors, si moindrement il y a une dysbiose, une perturbation au niveau de la qualité de nos bactéries, on peut se retrouver également avec une immunité qui est fragilisée, d'où l'importance de prendre soin de nos bonnes bactéries. Sur ce, je vous dis santé!